Elle y vient tous les lundis. Ici aussi, la situation a changé au cours des dernières années. Avant, on recevait surtout des personnes sans emploi ou sans domicile. De plus en plus, les clients des restos sont des gens qui vont travailler tous les jours, sauf que leur salaire ne suffit plus pour vivre. Et donc, par exemple, pour vous, ce serait pas possible d'acheter des bananes? Vous savez, le prix des fruits et légumes est variable. En hiver, c'est plus cher. Et à ce moment-là, ça devient difficile avec mon budget. Et comment explique-t-on à une petite fille qu'elle n'aura pas de fruits au dessert? C'est sûr, elle n'est pas forcément ravie. Mais je crois qu'elle comprend la situation. Elle n'est pas grande, mais elle comprend. Ici, on distribue des produits alimentaires à environ 200 clients par jour. Ces produits, issus de la grande distribution, sont devenus indispensables à un grand nombre de familles. Les produits sont frais, mais doivent être consommés vite. Les dates limites de conservation sont courtes. La première fois qu'Ania est venue ici, c'était au mois d'octobre. Comment ça s'est passé quand vous êtes venu ici la première fois? C'était dur? Oui, c'était gênant pour moi. Je ne voulais pas vivre de la charité, mais maintenant je m'y suis habituée. Et vous ressentez le besoin de vous cacher quand vous venez là? Non, non. Mes amis, ma famille sont au courant. Je viens ici une fois par semaine et je ne m'en cache pas. Je fais ça pour mes 2 filles. Ici aussi, on a dû s'adapter à la crise. Le local est ouvert 6 jours sur 7. Et les clients sont très réguliers. De plus en plus de familles sont contraintes de vivre de la charité. Comme Ania, qui sait qu'elle pourra tenir environ 3 jours avec ses provisions. En juin 1944, une division de la Wehrmacht massacrait plus de 200 civils en Toscane. Pour la justice italienne, l'Allemagne devait indemniser les descendants des victimes de ces crimes nazis. La Cour internationale de justice de La Haye en a décidé autrement aujourd'hui en donnant gain de cause à l'Allemagne. Et cela en vertu d'un principe fondamental du droit international. Les États ne peuvent pas se juger réciproquement. Par conséquent, toutes les poursuites de ce type engagées contre l'Allemagne sont à présent caduques. Autre jugement marquant rendu aujourd'hui, la condamnation en appel à la perpétuité pour Douche, l'ancien chef de la prison de Phnom Penh. Sous le régime cambodgien des Khmers rouges, entre 75 et 79, plus de 15 000 personnes sont mortes dans ces geôles. Les 3 plus hautes personnalités de ce régime meurtrier, toutes octogénaires, sont également sur le banc des accusés. Leur procès a débuté à la fin de l'année 2011. L'Écosse sera-t-elle bientôt indépendante? Aujourd'hui, le ministre britannique chargé de l'Écosse a rencontré le Premier ministre écossais en vue d'un référendum. Une première négociation sur la formulation exacte de la question qui sera posée aux Écossais et sur l'échéance de ce rendez-vous. Les séparatistes restent minoritaires, moins de 40% de l'opinion d'après des sondages. Mais Alex Salmond, le chef du gouvernement écossais, a bon espoir de les convaincre d'ici à 2014. Reportage, Étienne Duval, Frédéric Rothkopf. Le château d'Édimbourg est là pour le lui rappeler. Avant qu'elle ne décide volontairement de se fondre dans le Royaume-Uni, l'Écosse a été indépendante jusqu'au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, l'Écosse est simplement autonome. Son Premier ministre actuel, l'indépendantiste Alex Salmond, est convaincu qu'il peut à nouveau couper les ponts avec l'Angleterre. Son ambition est crédible. Réélu l'an dernier avec une majorité absolue, il prévoit d'organiser un référendum en 2014. C'est une occasion unique pour l'Écosse, la plus importante depuis 300 ans. Il est juste que nous prenions notre temps. Ce qu'il y a de plus important, c'est de présenter de façon positive cette perspective. En règle générale, en politique, ce qui remporte le débat remporte les élections. Alex Salmond rencontrait ce jour-là des jeunes pour parler de la lutte contre le chômage. Celui-ci touche ici comme en Angleterre près de 25% d'entre eux. L'indépendance rendrait-elle l'Écosse plus prospère? La question divise l'opinion, y compris dans cette petite entreprise qui fabrique l'un des produits d'exportation les plus emblématiques du pays. Lorsque le gouvernement ferme une entreprise, c'est toujours une Écossaise. Je le sais, j'ai perdu plusieurs emplois. Alors il vaut mieux que nous y allions seuls pour reprendre le contrôle de notre énergie, de notre pétrole. J'ai de nombreux amis qui habitent l'Angleterre. Certains membres de ma famille sont anglais. Je suis totalement contre. Actuellement, c'est cette opinion qui l'emporte. Les nationalistes ont beau avoir pris le contrôle du Parlement d'Édimbourg, leurs électeurs hésitent à sauter le pas vers l'indépendance. Pour cette députée travailliste, la solidarité avec l'Angleterre est indispensable en temps de crise.
Nous sommes beaucoup plus forts au sein du Royaume-Uni. Cela nous permet de nous confronter aux gros problèmes comme le chômage, la crise, la pauvreté des enfants. Il vaut mieux appartenir à une entité plus vaste. Reste que les nationalistes au pouvoir ici sont nettement plus à gauche que le gouvernement conservateur de David Cameron à Londres. Leur politique économique serait différente. Si nous avions le contrôle de nos dépenses publiques, nous lancerions un programme d'investissement public pour faire redémarrer l'économie écossaise. Nous ne pouvons le faire car c'est Westminster qui dispose de ce pouvoir. Avant d'obtenir l'adhésion de ses compatriotes pour sortir du Royaume-Uni, le Premier ministre écossais a encore du chemin à faire. C'est pour cela qu'il veut se donner 2 ans et demi. D'ici là, se dit-il, tout peut encore arriver. Retour au Maroc pour Génération Révolution. C'est depuis Tanger que Samad Bahar a vécu le printemps arabe. Proche des militants d'attaque de son pays, il attend la libération progressive de son peuple, et cela en chanson. En tant qu'artiste, je vois Tanger, ville ouvrière, comme une source d'inspiration pour mes chansons et pour la révolution. Dans ce pays, il n'y a pas de liberté. En ce moment, il y a une vague d'interpellations et d'interrogatoires parmi les jeunes militants, ici, à Tanger et ailleurs. Pour moi, il n'y a pas de liberté. Et il n'y a eu ni progrès, ni garantie d'amélioration. Mes amis essaient de passer le message à leur manière, à travers leurs discussions, leurs réflexions. Mais il y a d'autres façons de dire les choses. Arte Journal célèbre la culture et s'intéresse ce soir au chorégraphe Pierre Rigal. Ancien sportif de haut niveau, il est venu à la danse tardivement après des études de cinéma et de mathématiques. Son dernier spectacle a été programmé au Festival d'Avignon. Sa nouvelle chorégraphie, Standard, est à voir au Festival sur Rennes Cité Danse jusqu'au 12 février. Pierre Rigal revient dans sa création sur l'un des événements marquants du quinquennat Sarkozy, le débat sur l'identité nationale. Frédéric Cantu, Éric Bergeron. Mettez-vous vite en position. On est toujours dans l'architecture, les danseurs. Quand on connaît un peu plus le travail de Pierre Rigal, c'est quelqu'un qui marche sur le visuel. On est 9 danseurs, mais on est une masse. On fait un tout, on forme un tout, et ce tout forme une architecture, du graphisme, et c'est ce qui marche et c'est ce qui l'intéresse en fait visuellement. Dans Standard, la masse des corps représente le collectif, la population. Autrement dit, une entité mouvante et dynamique. Au sol, un rectangle lumineux aux allures d'étendard lui sert de territoire. La notion de nationalité, pour moi, elle est anxiogène un petit peu. Le drapeau, l'étendard, le bleu, blanc, rouge. J'ai voulu m'en emparer, peut-être pour qu'on se le réapproprie, peut-être pour qu'il n'appartienne pas qu'à une certaine partie de la population ou qu'à une certaine pensée. Je me suis quand même inspiré de ce que j'observe de loin dans la société française, dans la vie politique française. Et il y a des choses qui peut-être me choquent ou me troublent. Et sans discours, sans idéologie, j'essaye de le traiter. Standard s'intéresse donc à l'expression de la singularité dans un monde où l'uniformisation de la culture et la normalisation des comportements ne laissent guère d'échappatoire. On essaye de donner des définitions, des critères, des modèles. On l'a vu avec le débat sur l'identité nationale, qui n'était pas forcément
un débat inutile, mais en tout cas qui, je pense, n'a pas fonctionné. En fait, on peut s'apercevoir qu'en voulant standardiser les éléments, peut-être que surgit au contraire beaucoup plus la différence, parce que les gens n'arrivent pas forcément à se ressembler tant que ça. Chorégraphiquement, je ne peux pas donner un message en fait. Et je ne veux pas donner de message. Je pense qu'un spectacle, une œuvre chorégraphique ou théâtrale, elle a d'autres outils pour exprimer quelque chose qui est au-delà du rationnel, au-delà du dissible, au-delà de plus dans les émotions. Sans vouloir résoudre les maux de la société contemporaine, Pierre Régal prouve que la danse a le pouvoir d'insuffler une certaine humanité à des problématiques qui en sont parfois cruellement dépourvues. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 19h45, si vous le voulez bien, sur Arte, bien entendu. Dans un instant, le magazine 28 minutes se penche sur la pensée unique et la langue de bois avec François Rollin et Patrick Besson. À 20h35, un thriller écologique sur fond de marée noire vous tend les bras. C'est Valparaiso. Excellente soirée. Tchuss und bis morgen.